Mon père m'a retiré du voyage à Dubaï à 26 000 $, que j'ai financé pour donner ma place à la fiancée de mon frère. Mon téléphone a vibré violemment contre le bois d'acajou de mon bureau. Le bourdonnement strident a brisé la concentration silencieuse de ma matinée. L'identification de l'appelant a clignoté vivement sur l'écran. Robert, mon père. J'ai fixé les lettres clignotantes pendant plusieurs longues secondes, écoutant le faible bourdonnement régulier de la bouche de climatisation au-dessus de ma tête. Je savais exactement d'où il appelait. J'avais mémorisé leur horaire de vol des semaines auparavant. C'était le jour du départ. J'ai lentement décroché le téléphone, prenant une profonde inspiration pour calmer mon cœur qui s'emballait, et je l'ai pressé contre mon oreille. J'ai gardé ma voix complètement neutre, enlevant toute trace de l'anxiété qui m'étouffait autrefois, chaque fois qu'il appelait. « Allô, papa ?» Mason, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Sa voix n'a pas seulement retenti à travers le haut-parleur. Elle a vibré avec le genre de fureur de calibre militaire que j'avais craint toute mon enfance. En arrière-plan, derrière ses cris, je pouvais clairement entendre les sons chaotiques et distincts de l'aéroport international OR. Le cliquetis rythmé des valises à roulettes sur le carrelage, les annonces étouffées et résonnantes de l'interphone au-dessus. Nous sommes au comptoir d'enregistrement, a grogné mon père, son souffle frappant le récepteur en courte rafale de colère, et l'agent derrière le comptoir nous dit que nous avons des billets en classe économique. Pas en première classe. Il nous regarde comme si nous étions une bande d'escrocs, essayant de bluffer pour entrer dans le salon VIP. Règle ça tout de suite. Je me suis adossé à mon lourd fauteuil en cuir, me tournant lentement pour regarder, par l'immense baille vitrée, l'horizon tentaculaire de Chicago. Le ciel était d'un bleu brillant et clair. Il n'y a pas d'erreur, papa, ai-je répondu, mon ton égal et froid. J'ai fait quelques ajustements aux réservations. Un silence de mort s'est abattu à l'autre bout de la ligne. Pendant un instant fugace, le seul son était une lointaine annonce d'embarquement, appelant les derniers passagers pour Tokyo. Puis, l'explosion inévitable s'est produite. Tu as fait quoi? Comment oses-tu changer les arrangements de voyage sans nous le dire? Nous sommes ici dans nos plus beaux vêtements, et nous avons l'air de parfaits imbéciles. Je suis désolé que vous vous sentiez embarrassé, ai-je répondu, sentant un calme glacial et satisfaisant m'envahir tout le corps. C'était un calme qu'il m'a fallu 32 ans pour bâtir, 32 ans de mauvais traitements, de manipulation, et d'abus financiers. Mais comme tu me l'as explicitement dit le mois dernier, papa, les cadeaux, une fois donnés, appartiennent au destinataire. Tu as décidé de changer qui partait en voyage sans mon consentement. Alors, j'ai décidé de changer le type de voyage que ce serait. C'est complètement inacceptable, a-t-il balbutié, sa voix se brisant de rage. Règle ça tout de suite, Mason, ou il y aura des conséquences graves et permanentes pour ta relation avec cette famille. J'ai serré le téléphone fermement, sentant le poids fantôme des 26 000 $ pour lesquels j'avais saigné. Le poids des week-ends manqués, des repas sautés, d'une vie passée à essayer désespérément d'acheter le respect de mon père. Je pense que ces conséquences ont déjà eu lieu, papa. Elles ont eu lieu au moment où tu m'as regardé dans les yeux, et où tu as décidé qu'Isabella méritait plus ma place que moi. Profitez bien de la classe économique. J'ai entendu dire que les sièges du milieu, près des toilettes, sont particulièrement étroits à cette période de l'année. J'ai raccroché le téléphone, et je l'ai posé face contre le bureau. Avant de vous parler du désastre absolu qui les attendait à leur atterrissage à Dubaï, et du karma ultime qui a détruit leur petite fantaisie, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'être ici. Prenez un verre d'eau tiède, asseyez-vous, et écoutez-moi vous raconter le reste de l'histoire. J'ai grandi dans une maison où les règles s'appliquaient strictement à moi, mais où toutes les récompenses allaient, comme par magie, à mon frère aîné, Carter. J'ai 32 ans maintenant, et je travaille comme directeur financier principal dans une immense société d'investissement, ici, au centre-ville de Chicago. J'ai un salaire à 6 chiffres, je suis propriétaire de ma maison, et j'ai un portefeuille d'investissement solide et en pleine croissance. Mais laissez-moi être tout à fait clair, absolument rien de tout cela ne vient de l'aide familiale. Cela vient d'un pur instinct de survie, sans filtre. Mon père, Robert, est un officier militaire à la retraite. D'aussi loin que je me souvienne, il dirigeait notre maison de banlieue exactement comme une caserne militaire. Les lits devaient être faits au carré, les corvées devaient être exécutées avec précision, et la désobéissance était accueillie par des cris. Mais sa légendaire rigueur avait un énorme angle mort, et cet angle mort,
c'était Carter. Carter a 3 ans de plus que moi, et au milieu du lycée, il était douloureusement évident qu'il était complètement allergique aux responsabilités. Il a abandonné 2 universités différentes, se plaignant que les professeurs lui en voulaient. Il a rebondi d'un emploi de vendeur débutant à un autre, toujours armé d'une excuse commode sur les raisons pour lesquelles son patron était toxique, ou le marché trop difficile. Et pourtant, aux yeux de mon père, Carter était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Si Carter réussissait à conserver un emploi de vendeur d'abonnement à une salle de sport pendant 6 mois consécutifs, mon père l'emmenait dîner pour un steak, et se vantait bruyamment auprès des voisins de son incroyable éthique de travail. Si je ramenais un bulletin de lycée avec 5 A et un seul B, mon père me faisait asseoir à la table de la cuisine pendant 1 heure, m'interrogeant intensément sur les raisons pour lesquelles je me relâchais, et gaspillais mon potentiel. Ma mère, Martha, était la pacificatrice ultime. Elle détestait les conflits de toutes sortes. Si mon père criait, elle se fondait dans le décor. Si mon père faisait l'éloge de Carter, elle applaudissait avec un sourire crispé. Elle ne lui a jamais tenu tête, pas même lorsque la disparité entre nous est devenue financièrement dévastatrice. Quand Carter a eu 22 ans, il a complètement vidé le fonds d'études que mes parents avaient méticuleusement mis en place pour lui. Il en a utilisé une énorme partie pour voyager à travers l'Europe avec ses frères de fraternité, prétendant qu'il avait désespérément besoin de se trouver avant d'entrer dans le monde de l'entreprise. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires 1 an plus tard, et que j'ai nerveusement demandé des nouvelles de ma moitié du fonds d'études, mon père m'a fait asseoir avec un regard sévère et inflexible. Il m'a dit que se forger un caractère signifiait payer son propre chemin, et qu'un vrai homme ne demande pas la charité. Alors, j'ai contracté des prêts étudiants écrasantes. J'ai travaillé de nuit, un travail éreintant dans un entrepôt de logistique, triant de lourds colis jusqu'à 3 heures du matin, puis je me suis traîné à mes cours de finance à 8 heures du matin. J'ai survécu avec des nouilles ramen bon marché, et j'ai porté des vêtements de friperie pendant 4 ans. Quand Carter s'est retrouvé dans une situation compliquée et dramatique avec une fille, vers la fin de la vingtaine, cela a dégénéré en une bataille acharnée pour la garde d'un Golden Retriever qu'ils avaient adopté ensemble. Mes parents ont immédiatement paniqué, et lui ont engagé un avocat hors de prix. Ils ont avidement puisé dans leur propre épargne retraite pour payer les frais juridiques qui s'accumulaient, juste pour que Carter ne soit pas trop stressé. Quand j'ai eu besoin d'un minuscule prêt de $200 pour couvrir une facture médicale imprévue, pendant ma première année dans le monde de l'entreprise, mon père m'a fait un sermon sévère sur la planification financière. Même aux funérailles de mon grand-père, alors que je m'occupais de la restauration et que je soutenais ma mère en deuil, mon père a passé tout l'après-midi à réconforter Carter. J'étais juste la bête de somme invisible. Il y a 2 ans, j'étais assis dans mon bureau, en train de regarder un calendrier, quand j'ai réalisé que le 40e anniversaire de mariage de mes parents approchait à grands pas. 40 ans de mariage, c'est une étape massive et indéniable. Malgré toute la douleur et le favoritisme flagrant, une partie de moi désirait encore désespérément leur validation. Mes parents n'avaient jamais voyagé en dehors des États-Unis. Mon père prétendait toujours bruyamment que les voyages internationaux étaient un gaspillage d'argent frivole, mais ma mère avait l'habitude de regarder des documentaires de voyage à la télévision publique, avec ce regard incroyablement triste et mélancolique dans les yeux. Rêvant silencieusement d'endroits qu'elle pensait ne jamais voir. J'ai décidé, sur le champ, que j'allais faire quelque chose de complètement sans précédent. J'allais leur offrir un voyage qu'ils n'oublieraient jamais. Je voulais leur montrer de manière définitive que leur fils cadet, celui qu'ils avaient fait payer son propre chemin, celui qu'ils avaient méprisé, était devenu incroyablement prospère. Je voulais enfin entendre mon père dire qu'il était fier de moi. J'ai choisi Dubaï. Il y avait absolument tout, un luxe inégalé, une sécurité impeccable, une architecture moderne incroyable, et une culture complètement différente qui allait les époustoufler. Je ne voulais pas qu'ils fassent un voyage de touristes bon marché, dans des bus bondés. Je voulais du grand luxe, partout. Pour réussir cela sans m'endetter, il me fallait $26 000. J'ai immédiatement ouvert un compte d'épargne dédié à haut rendement. Pendant 18 mois brutaux, je me suis usé jusqu'à la moelle au travail. J'étais en compétition féroce pour une promotion majeure au poste de directeur principal. Mon principal rival était un gars nommé Aaron, un véritable requin de collègue, qui a essayé de voler mes meilleurs clients et de s'attribuer le mérite de mes modèles financiers à chaque occasion. J'ai travaillé 80 heures par semaine, juste pour le déjouer, me penchant sur des feuilles de calcul jusqu'à ce que ma vision se trouble. J'ai finalement réussi à impressionner notre PDG, Lincoln,
en restructurant de manière indépendante un portefeuille d'actifs à haut risque en difficulté, ce qui a permis à l'entreprise d'économiser des millions. Lorsque la saison des bonus est enfin arrivée, Lincoln m'a appelé dans son bureau, et m'a remis une enveloppe. La promotion était à moi, et l'augmentation de salaire était substantielle. Plus important encore, le chèque de bonus à l'intérieur de cette enveloppe était énorme. Ce bonus, combiné à 18 mois d'épargne agressive et disciplinée sur mon salaire régulier, a finalement atteint l'objectif de $26 000. J'ai travaillé exclusivement avec un agent de voyage de luxe haut de gamme, nommé Dylan. Ensemble, nous avons élaboré un chef-d'œuvre d'itinéraire. J'ai réservé 4 billets en première classe sur Emirates, avec des lits plats et des douches à bord. J'ai réservé 2 suites immenses et opulentes au Burj Al Arab, un hôtel si chic qu'on le qualifie souvent d'établissement 7 étoiles. J'ai réservé un safari privé dans le désert au coucher du soleil, dans un Land Rover vintage, avec un chef privé qui cuisinait. J'ai réservé une croisière privée en yacht autour de la Palme Jumeirah. J'ai même arrangé un accès VIP coupe-fil pour la terrasse d'observation du Burj Khalifa. J'ai délibérément inclus Carter dans la réservation. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, il était toujours mon frère. J'ai naïvement pensé qu'un voyage en famille de cette incroyable ampleur pourrait enfin nous rapprocher, et effacer le ressentiment. Je voulais que nous soyons tous assis sur un yacht, dans le chaud golfe Persique, laissant le passé douloureux derrière nous pour de bon. J'ai sacrifié ma propre vie pour ce rêve. Je conduisais une vieille berline de 10 ans, pendant que mes collègues achetaient des voitures de luxe. J'ai sauté des week-ends au lac avec des amis. J'ai littéralement versé mon sang, ma sueur et mes larmes, pour financer ce grand geste, désespéré d'un moment d'unité familiale. Quand tout a été complètement finalisé, et entièrement payé, j'ai présenté le cadeau lors d'un dîner dominical traditionnel, chez mes parents. La maison sentait fort le fameux rôti de ma mère, et les légumes rôtis, une odeur réconfortante de mon enfance. J'avais demandé à Dylan, mon agent de voyage, d'imprimer les itinéraires complexes sur du papier cartonné épais et cher, avec de belles dorures. J'ai placé les épais documents dans d'élégantes enveloppes noires, et je les ai distribués nonchalamment, alors que ma mère servait le café après le dessert. Ma mère a ouvert la sienne en premier. Elle a soigneusement ajusté ses lunettes de lecture, glissant son doigt sous le rabat de l'enveloppe. J'ai vu ses mains se mettre à trembler violemment, alors qu'elle parcourait le papier épais. Ses yeux allaient et venaient sur les détails somptueux. Elle a lentement levé les yeux vers moi, les yeux complètement remplis de larmes qui menaçaient de déborder. « Mason, est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle murmuré, la voix brisée par l'émotion. J'ai souri, sentant une énorme boule se former dans ma propre gorge. « Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, papa. Nous allons tous à Dubaï. » Mon père a ensuite pris son itinéraire. Ses sourcils épais se sont froncés de cette manière familière et méfiante, comme s'il cherchait le piège dans les petits caractères. Des vols en première classe. Le Burj Al Arab? Mason, ça a dû coûter une véritable fortune. Tu ne devrais pas dépenser ce genre d'argent. Ne vous inquiétez pas du coup une seule seconde, papa, ai-je dit, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. C'est mon cadeau pour vous. Vous l'avez tous les deux mérité. Tout est entièrement payé. Carter, assis en face de moi, fixait son papier, la bouche littéralement grande ouverte. Attends, un yacht privé? Frangin, tu es sérieux, là? Complètement sérieux, ai-je hoché la tête, sentant une vague de bonheur écrasante. J'ai déjà pris mes congés auprès de ma société. Nous partons dans exactement 6 mois. Ma mère s'est brusquement levée, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Elle a pratiquement couru autour de la table, et a passé ses bras autour de mon cou, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Mais aussi incroyable que fût sa réaction, c'est la réaction de mon père qui m'a vraiment le plus touché. Il a posé le papier épais sur la table, a pris une profonde inspiration, et m'a regardé droit dans les yeux. Son expression habituellement rigide et sévère s'est complètement adoucie, révélant l'homme plus âgé sous l'extérieur militaire. C'est incroyablement généreux de ta part, Mason, a dit mon père, sa voix rauque empreinte d'une émotion sincère et indéniable que je n'avais jamais entendue auparavant. Merci. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Entendre ces mots exacts à voix haute, enfin dirigés vers moi après plus de 3 décennies d'attente, a été comme un poids physique qui se soulevait de ma poitrine. 18 mois de stress professionnel éreintant, des années à me sentir en deuxième position, les nuits sans fin à manger des ramen,
tout cela s'est complètement évanoui dans cette seule phrase puissante. J'avais enfin réussi. J'avais enfin prouvé ma valeur à l'homme qui comptait le plus. Nous avons passé l'heure suivante à parler joyeusement des détails du voyage. Ma mère planifiait déjà avec enthousiasme sa garde-robe, se demandant si elle devait acheter une nouvelle robe de soirée. Carter parlait avec enthousiasme des photos qu'il allait prendre pour ses réseaux sociaux. C'était absolument parfait. C'était le moment le plus heureux, le plus uni, que j'ai jamais vu ma famille de toute ma vie. Et puis, au milieu de nos rires, la sonnette de la porte d'entrée a retenti bruyamment, brisant ce moment parfait. Carter a immédiatement bondi de sa chaise, un sourire niais se répandant sur son visage. Oh, ça doit être Isabella. Je lui ai envoyé un texto plus tôt, et je lui ai dit de passer pour le café et la tarte. Isabella était la toute nouvelle petite amie de Carter. Ils ne sortaient ensemble que depuis environ 4 mois. Elle avait 28 ans, travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans une boutique haut de gamme du centre-ville et, d'après ce que j'avais brièvement observé, elle traitait mon frère comme un portefeuille sur pattes. Elle est entrée dans la salle à manger un instant plus tard, ses yeux balayant rapidement la pièce, saisissant instantanément la scène, les assiettes à dessert vides, et les épaisses enveloppes noires sur la table. « Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ?» a-t-elle demandé, prenant une voix aiguë et écœurante de douceur. Carter a avidement saisi son itinéraire aux dorures, et l'a poussé vers elle. « Chérie, regarde ça. Mason nous emmène tous à Dubaï pour le 40e anniversaire de maman et papa. Nous volons en première classe. » J'ai observé le visage d'Isabella de très près. Le sourire poli et doux a complètement disparu pendant une fraction de seconde, remplacé par une expression de cupidité pure, nue, et calculatrice. Ses doigts parfaitement manucurés ont tracé le papier, et ses yeux se sont écarquillés de façon spectaculaire, alors qu'elle scannait les mots « première classe » et « yacht privé ». Elle a lentement levé les yeux vers moi, et je jure que je pouvais littéralement voir des signes de dollars se refléter dans ses pupilles sombres. « Dubaï » a-t-elle haleté, se tenant la poitrine de façon dramatique, comme si elle allait s'évanouir. Oh mon Dieu! C'est littéralement mon rêve ultime. Toutes mes influenceuses de style de vie préférées vont à Dubaï. Le shopping de luxe là-bas est censé être absolument incroyable. Elle n'a pas perdu une seconde. Elle a immédiatement tiré une chaise en bois, et s'est calée juste à côté de mon père. Mason, waouh! Tu dois gagner tellement d'argent pour pouvoir te permettre quelque chose comme ça. Quel est ton salaire, exactement? Est-ce que tu paies aussi entièrement pour Carter? C'est un cadeau de famille, ai-je dit d'un ton neutre, gardant délibérément mon ton plat pour ignorer ces questions follement indiscrètes sur mes finances personnelles. Pendant le reste de la soirée, Isabella a complètement dominé la conversation. Elle a posé des questions agressives sur les équipements du spa de l'hôtel. Elle a demandé si le chef privé du désert pouvait s'adapter à un régime végétalien cru strict. Ce qui m'a le plus dégoûté, c'est qu'elle ne disait pas « ça a l'air tellement amusant pour vous ». Elle n'arrêtait pas d'utiliser intentionnellement le mot « nous ». Nous devrions absolument aller au Dubaï Mall, a-t-elle gazouillé. Nous devons vraiment réserver une séance photo professionnelle dans le désert. J'ai surpris mon père en train de la regarder avec un sourire amusé et approbateur. Ma mère se contentait de hocher la tête poliment. J'ai senti un œuf froid et lourd se former au plus profond de mon estomac. 2 semaines plus tard, alors que je prenais un expresso rapide en ville, j'ai croisé Julian de manière inattendue. Julian était un vieil ami d'université, et accessoirement, l'ex-petit ami d'Isabella. Nous nous sommes assis à une petite table d'angle pour prendre rapidement des nouvelles. Quand j'ai mentionné nonchalamment que mon frère Carter sortait avec Isabella, Julian s'est littéralement étouffé avec son latte, toussant bruyamment dans sa serviette. Isabella? Comme dans Isabella qui travaillait à la galerie d'art contemporain, a demandé Julian, le visage devenant visiblement pâle. Oui, c'est elle. J'ai hoché la tête, ma curiosité piquée. Julian s'est penché agressivement au-dessus de la petite table, baissant la voix. Mason, tu dois prévenir ton frère tout de suite. Cette fille est un véritable parasite. Quand nous avons rompu l'année dernière, elle a complètement perdu la tête. Elle a faussement tenté de prétendre au mariage de fait, juste pour obtenir la moitié de mes économies. Elle a menacé d'engager un avocat spécialisé en divorce vicieux pour ruiner ma vie, même si nous vivions à peine ensemble dans un appartement en location. Elle m'a pressé jusqu'au dernier centime avant de finalement passer à autre chose. Elle est totalement obsédée par le statut et l'argent.
Exactement 2 mois avant notre départ prévu pour Dubaï, Carter a convoqué une réunion de famille obligatoire et urgente, chez mes parents. Il se tenait nerveusement au centre du salon, tenant fermement la main d'Isabella, et a annoncé à voix haute qu'ils étaient officiellement fiancés. Isabella a poussé un cri aigu, et a violemment planté sa main gauche sous mon nez. Sur son annulaire trônait une bague en diamant massive, d'un éclat aveuglant. Même avec ma connaissance limitée en joaillerie, elle semblait facilement être une pierre impeccable de 3 carats. Connaissant la situation financière désastreuse de Carter, qui travaillait actuellement alors dans un kiosque de téléphonie mobile d'un centre commercial, il n'y avait absolument aucune chance mathématique qu'il ait acheté cette bague hors de prix par ses propres moyens. J'ai présenté mes félicitations, affichant de force un faux sourire crispé pour préserver la paix. Mais alors que je me penchais pour embrasser ma mère, j'ai remarqué quelque chose de manifestement anormal. D'aussi loin que je me souvienne, chaque jour de sa vie, ma mère portait un lourd collier en or vintage. C'était un bijou de famille inestimable, transmis par sa grand-mère, et c'était son bien le plus précieux et le plus chéri. Aujourd'hui, son cou était complètement nu. « Maman, où est ton collier en or ?» ai-je demandé doucement, la prenant à part quand Carter et Isabella étaient distraits par la prise de selfies avec la bague. Ma mère a immédiatement détourné le regard, ses joues rougissant d'un cramoisi profond et embarrassé. « Oh, il est juste chez le bijoutier en ce moment, pour être nettoyé », a-t-elle balbutié, refusant de croiser mon regard. J'ai su instantanément, mon estomac s'est noué. Elle ne l'avait pas emmené pour le faire nettoyer. Elle l'avait mis en gage. Elle avait secrètement mis en gage le bijou irremplaçable de sa propre grand-mère, pour financer la bague de fiançailles ridicule de son enfant chéri, pour une femme qu'elle connaissait à peine. Plus tard dans l'après-midi, la famille élargie est venue pour un barbecue décontracté dans le jardin, afin de célébrer les fiançailles. Mon oncle Gabriel était là. Gabriel était le frère cadet de mon père, un type bruyant et odieux qui aimait répandre les ragots de famille plus qu'il n'aimait respirer. J'étais près du grill, en train de retourner des hamburgers dans la fumée, quand Gabriel s'est glissé juste à côté de moi, tenant une bière bon marché. « Alors, Mason ?» a ricané Gabriel, me tapant agressivement sur l'épaule. « J'entends dire que les affaires en ville marchent à plein régime pour toi. Robert me disait justement que tu as touché un énorme bonus d'entreprise cette année. Il a dit que c'était plus que suffisant pour financer facilement des vacances de luxe au Moyen-Orient pour toute la famille. » Je me suis figé, la spatule complètement immobile dans ma main. « Papa t'a parlé de mon bonus financier ? » « Oh, oui. » Gabriel a ri bruyamment, prenant une gorgée de sa bière. Il s'en vantait auprès de tout le monde au country club la semaine dernière, disant que son plus jeune fils gagne plus d'argent que les médecins du quartier. Isabella était là aussi, à écouter tout ça. Elle a ajouté que Carter est incroyablement chanceux d'avoir un frère avec des poches aussi profondes, et un héritage futur massif. Mon sang s'est absolument glacé. Isabella savait. Elle savait pertinemment que j'avais de l'argent sérieux. Elle savait que mes parents se plieraient en 4 et sacrifieraient leurs propres biens pour Carter. Et elle savait exactement combien valaient ses vacances de 26 000 $. Gabriel, essayant désespérément de jouer l'oncle amical et bavard, venait de peindre, sans le savoir, une cible massive et brillante directement sur mon dos. Le barbecue décontracté dans le jardin s'est finalement transformé en un dîner formel à l'intérieur, qui a rapidement dégénéré en une session de détournement du voyage à Dubaï. Nous n'étions plus qu'à 8 semaines du vol. J'avais mon ordinateur portable ouvert sur le bord de la table à manger, confirmant tranquillement les numéros de passeport et les dates d'expiration avec ma mère. Isabella était assise directement en face de moi, faisant défiler agressivement son téléphone. « Alors, Mason ?» a-t-elle dit d'une voix forte, élevant la voix pour s'assurer que toute la table s'arrête de parler et l'écoute. J'examinais de près l'itinéraire que tu as imprimé. J'ai remarqué que tu n'as réservé qu'une seule suite de luxe avec 2 chambres, que Carter et moi devons partager avec tes parents. Maintenant que nous sommes officiellement fiancés, nous avons vraiment besoin de notre propre espace romantique privé. Peux-tu nous surclasser dans la suite royale ? J'ai vu des photos en ligne, et elle a l'air magnifique. J'ai lentement arrêté de taper, mes doigts planant rigidement au-dessus du clavier. J'ai levé les yeux, et j'ai rencontré son regard calculateur. Isabella, les réservations d'hôtel sont strictement pour 4 personnes. Maman, papa, Carter, et moi. Il n'y a pas de suite pour nous. Les réservations sont 100% finalisées et verrouillées.
Toute la salle à manger est devenue mortellement, étouffante de silence. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage d'Isabella s'est instantanément contorsionné en un masque magistral de choc, blessé et innocent. Elle a regardé Carter, ses yeux se remplissant rapidement de larmes de crocodile, parfaitement synchronisées. Carter, a-t-elle gémi, sa lèvre inférieure tremblant littéralement. Je pensais que tu m'avais promis que ce serait un voyage familial accueillant. Ne fais-je pas officiellement partie de la famille maintenant? Carter a immédiatement frappé violemment du poing sur la table en bois, faisant cliqueter l'argenterie. Ouais, Mason, c'est quoi ton problème, bordel? C'est ma fiancée maintenant. Elle vient à Dubaï avec nous. Le voyage est entièrement réservé et complètement payé. Carter, ai-je dit, gardant ma voix dangereusement égale malgré la rage qui bouillait en moi. Ajouter une 5e personne aussi tard, surtout pour la première classe d'Émirats et un hôtel de luxe 7 étoiles, coûterait au moins 5 ou 6 000 $ de plus de ma poche. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Mon père s'est raclé la gorge depuis le bout de la table. C'était le son distinct et autoritaire d'un juge sur le point de prononcer une sentence sévère. Maintenant, attends une minute, Mason. Carter a en fait un très bon argument. Isabella rejoint notre famille. Ce serait incroyablement impoli et insultant de la laisser derrière nous, ici à Chicago, pendant que nous allons célébrer notre anniversaire à l'étranger. Tu gagnes très bien ta vie. Tu viens d'obtenir cette grosse promotion. Tu peux sûrement simplement mettre les frais supplémentaires sur une carte de crédit à haute limite, et faire quelques ajustements rapides. J'ai regardé mon père, complètement abasourdi par son audace. Papa, j'ai passé 18 mois atroces à économiser chaque centime pour ça. J'ai retardé la réparation du toit qui fuit de ma propre maison. J'ai renoncé à toute ma vie sociale pendant 1 an et demi. Je ne peux pas simplement inventer comme par magie 6 000 $ de plus, parce que Carter a impulsivement décidé de se fiancer. Isabella a immédiatement tendu la main, et a posé doucement sa main sur le bras de mon père. Oh, Robert, s'il te plaît, ne te dispute pas avec Mason à cause de moi. Je ne veux pas être un fardeau financier. C'est juste que je ne suis jamais sorti du pays. Je pensais que ce serait la façon parfaite et magique de créer des liens avec mes nouveaux parents. Mais si Mason me déteste vraiment à ce point, je resterai juste à la maison, toute seule. C'était une véritable leçon de maître en manipulation émotionnelle. La mâchoire de mon père s'est crispée de colère. Nous en discuterons en privé plus tard, m'a-t-il dit, son ton empreint d'un avertissement sombre et indéniable. J'ai quitté la maison ce soir-là, me sentant physiquement malade. Exactement 4 semaines avant notre vol prévu pour Dubaï, mon père m'a convoqué à la maison. Il ne m'a pas demandé si j'étais libre. Il m'a donné l'ordre absolu d'être là à 18 heures précises. Quand j'ai franchi la porte d'entrée et que je suis entré dans le salon, l'atmosphère lourde donnait l'impression d'une véritable embuscade. Mon père était assis raidement dans son grand fauteuil en cuir. Ma mère était perchée nerveusement sur le bord du canapé, se tordant les mains. Carter et Isabella étaient assis inconfortablement proches l'un de l'autre sur le canapé 2 places, se tenant la main et affichant un air incroyablement suffisant. « Assieds-toi, Mason », a ordonné mon père, montrant une chaise en bois dur positionnée directement au centre de la pièce. J'ai lentement pris place, mon cœur commençant à battre la chamade contre mes côtes. « De quoi s'agit-il, papa ?» Mon père s'est penché en avant, posant ses lourds coudes sur ses genoux, me fixant. Nous avons beaucoup réfléchi au voyage à Dubaï ces derniers jours, et nous sommes parvenus à une décision finale. J'ai immédiatement remarqué l'utilisation délibérée du mot « nous ». Ils prenaient collectivement des décisions exécutives, concernant un voyage de luxe que j'avais entièrement financé avec mon propre sang et ma propre sueur. Compte tenu des limitations logistiques strictes que tu as mentionnées de manière agressive, a poursuivi mon père, sa voix complètement dépourvue de toute chaleur paternelle, concernant le fait que les réservations sont strictement limitées à 4 personnes. Et ton refus de couvrir le coût excessif pour ajouter un 5e billet, nous pensons que la solution la plus sensée et la plus logique est qu'Isabella prenne simplement ta place lors du voyage. Les mots m'ont frappé comme un coup physique et brutal à l'estomac. Tout l'air s'est échappé de mes poumons. J'ai littéralement arrêté de respirer pendant une seconde entière, fixant mon père, entièrement certain que mon cerveau avait mal fonctionné, et que j'avais d'une manière ou d'une autre mal compris son anglais. Excusez-moi, ai-je finalement réussi à articuler, ma voix à peine plus qu'un murmure. C'est la solution la plus logique. Mon père a insisté,
son ton se durcissant rapidement pour devenir un ordre militaire absolu. Tu voyages beaucoup pour ton travail. Tu as déjà vu le monde. Isabella n'a même jamais quitté l'État de l'Illinois. Ce serait une expérience complètement nouvelle et révélatrice pour elle. Elle est sur le point de faire officiellement partie de cette famille, et ce voyage serait l'expérience de rapprochement absolument parfaite, pour que ta mère et moi apprenions à connaître notre nouvelle belle-fille. J'ai tourné brusquement la tête pour regarder ma mère. Elle fixait intensément le tapis, tournant furieusement son alliance autour de son doigt. Elle a absolument refusé de croiser mon regard, son silence assourdissant. « Papa » ai-je dit, la voix tremblant violemment. « J'ai payé pour ce voyage. J'ai planifié chaque détail atroce. C'était mon cadeau durement gagné pour toi et maman. Je me suis tué à la tâche pendant 18 mois pour ça. Et nous apprécions l'intention, Mason, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux, agitant la main en l'air comme pour chasser une mouche agaçante. Mais les cadeaux, une fois donnés, appartiennent moralement au destinataire. Ta mère et moi aimerions partager cette expérience de luxe avec notre fils aîné et sa future femme. Isabella mérite d'y aller plus que toi en ce moment. Elle a besoin de se sentir chaleureusement accueillie. Carter est immédiatement intervenu, croisant les bras de manière défensive sur sa poitrine. Ne sois pas un con égoïste, Mason. Tu dois toujours tout ramener à toi. Tu dois toujours être le centre de l'attention, en exhibant constamment ton salaire de luxe. Laisse Isabella avoir cette seule chose gentille. Si tu veux tellement aller à Dubaï, achète-toi juste un autre billet cher l'année prochaine. Je suis resté figé dans le silence lourd et étouffant du salon, regardant lentement les 4 personnes qui m'entouraient. Mon père, un homme qui considérait ma loyauté financière comme un droit sans fin. Ma mère, dont le silence lâche était le couteau le plus aiguisé et le plus douloureux de tous. Mon frère, une sangsue sans remords depuis toujours, qui n'avait jamais travaillé dur un seul jour de sa vie. Et Isabella, assise là, sur le canapé, avec un petit sourire triomphant et écœurant sur les lèvres. Quelque chose au fond de ma poitrine a finalement cédé. Ce n'était pas juste une explosion de colère. C'était une réalisation glaciale, absolue, que j'avais gâché toute ma vie d'adulte à essayer de gagner un jeu truqué. J'avais joué selon les règles d'une famille conçue pour m'exploiter, depuis le tout début. Je me suis levé. Mes jambes semblaient tremblantes et faibles. Mais quand j'ai parlé, ma voix était complètement stable, et résonnait avec une autorité sombre que je ne savais pas que je possédais. Égoïste, ai-je demandé, tournant la tête pour regarder Carter droit dans les yeux. Tu as le culot absolu de me traiter d'égoïste ? J'ai remboursé ton énorme dette de carte de crédit quand tu as flambé ton argent à Vegas. J'ai contribué à hauteur de $8000 aux réparations du toit de papa et maman, parce que tu vivais sans payer de loyer dans leur sous-sol, et que tu ne pouvais pas verser un centime. J'ai sacrifié ma propre vie personnelle pour offrir à cette famille une expérience de luxe. Et tu penses que je suis égoïste, parce que je refuse de céder ma place durement gagnée à une femme qui a littéralement forcé maman à mettre en gage son collier de famille. Juste pour acheter une bague en diamant. Carter a bondi sur ses pieds, le visage devenant rouge vif. Ferme-la, Mason. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Assez, a rugi mon père, se dressant de toute sa hauteur et pointant un doigt rigide vers moi. Je ne tolérerai pas que tu manques de respect à ton frère, ou à sa fiancée, dans ma propre maison. Notre décision de famille est finale. Isabella part à ta place. Nous te ferons un petit chèque pour un quart du coût du voyage, à notre retour le mois prochain. Affaire classée. J'ai regardé mon père, je l'ai vraiment regardé. L'homme dont j'avais désespérément cherché l'approbation pendant 32 ans. J'ai soudain réalisé que je n'en ressentais plus le besoin. J'ai juste ressenti un sentiment de pitié écrasant pour lui. Ne te donne pas la peine de faire le chèque, papa, ai-je dit doucement, ma voix dépourvue d'émotion. Isabella s'est rapidement levée, les yeux écarquillés dans une démonstration dégoûtante de fausse sincérité. Mason, s'il te plaît. Je veux que tu saches à quel point cela signifie vraiment pour moi. Je chérirai cette incroyable expérience familiale pour toujours. Je suis profondément désolé si cela te blesse, mais nous allons très bientôt être frères et sœurs. J'espère que tu trouveras dans ton grand cœur le moyen de nous pardonner de vouloir créer des liens. J'ai tourné la tête, et j'ai croisé son regard. Son petit sourire vicieux était toujours là, se cachant à peine 1 millimètre derrière ses fausses excuses mielleuses. Tu sais quoi, Isabella, ai-je dit,
ma voix tombant à un calme glacial et mortel. Tu épouseras peut-être mon frère. Tu charmeras peut-être complètement mes parents au point de leur prendre tout leur fonds de retraite. Mais toi et moi, nous ne serons jamais, au grand jamais, une famille. Pas après ça. Je me suis brusquement retourné, et j'ai marché d'un pas décidé vers la porte d'entrée. Maçonne. N'ose pas franchir cette porte, a crié mon père, sa voix résonnant sur les murs. Si tu sors maintenant, tu tournes le dos à cette famille. Je n'ai même pas fait de pause. J'ai attrapé la lourde poignée en laiton, j'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti dans l'air glacial de Chicago, et je l'ai claqué derrière moi, avec une force qui a fait trembler les fenêtres. J'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture, les mains tremblant violemment alors que je cherchais mes clés. Je me suis jeté sur le siège du conducteur, j'ai claqué la portière et, à la seconde où j'ai été enfermé dans le silence sombre du véhicule, j'ai finalement craqué. Je suis resté assis dans ma voiture glaciale pendant près d'une heure, sanglotant jusqu'à ce que mes côtes me fassent physiquement mal, et que je ne puisse plus reprendre mon souffle. C'était un processus de deuil profond et angoissant. Je ne pleurais pas seulement des vacances chères et perdues. Je pleurais la mort complète de l'illusion de ma famille. J'avais finalement été forcé d'accepter la vérité brutale et laide. Peu importe à quel point je travaillais dur, peu importe combien d'argent je dépensais joyeusement pour eux, je ne serais jamais, au grand jamais, suffisant. Je serais toujours la bête de somme fiable, et Carter serait toujours le trésor chéri. Vers minuit, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était mon meilleur ami, Elia. Elia me connaissait depuis notre première année d'université. Il connaissait ma dynamique familiale toxique sur le bout des doigts, ayant été témoin du favoritisme flagrant pendant plus d'une décennie. J'ai répondu au téléphone, la voix épaisse, rauque et complètement brisée. « Et mec, je prends juste des nouvelles », a dit Elia d'un ton enjoué. « Tu leur as montré l'itinéraire final avec le yacht ? À quel point sont-ils excités ?» J'ai éclaté en sanglots à nouveau. Il m'a fallu 10 bonnes minutes pour expliquer exactement ce qui venait de se passer dans ce salon. Je lui ai parlé de l'ultimatum brutal que mon père m'avait posé. Je lui ai parlé du collier mis en gage. Je lui ai parlé de mon père disant explicitement qu'Isabella méritait le voyage de luxe plus que moi. Elia est resté silencieux à l'autre bout de la ligne. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, sa voix est parvenue à travers le haut-parleur, incroyablement basse, concentrée et féroce. « Maçonne, écoute-moi très, très attentivement. Ils t'ont fait quoi, exactement ? Ils m'ont viré de mon propre voyage, ai-je reniflé, essuyant mon nez avec le dos de ma main. Je suppose que je dois juste l'accepter, et en assumer le coût. Si j'annule tout méchamment, je serai juste le méchant pour toujours. Ils me reprocheront constamment d'avoir gâché leur grand anniversaire. Arrête, a ordonné Elia sèchement. Arrête tout de suite. Tu t'entends parler ? Tu essaies encore désespérément de plaire à des gens qui viennent de t'arracher le cœur violemment, et de le piétiner. Tu as planifié chaque seconde de ce voyage. Tu as payé chaque centime. Qui est le contact principal sur les réservations réelles ? C'est moi, ai-je dit, chassant les larmes de mes yeux. Tout est entièrement réservé par l'intermédiaire de mon agent de voyage personnel, Dylan. Tout est fermement à mon nom, et sur ma carte de crédit d'entreprise. Exactement, a dit Elia, et j'ai pu entendre un lent sourire dangereux se former dans sa voix. Ils t'ont hardiment dit que les cadeaux appartiennent au destinataire. Très bien. Laissons-les avoir cette logique. Mais c'est toi qui détiens les clés du château, maçonne. C'est toi qui décides réellement de ce qu'est le cadeau physique. Je ne dis pas d'annuler le voyage avec colère et de les laisser en plan. Je dis de leur donner généreusement, exactement le voyage qu'ils méritent. Je me suis redressé complètement sur le siège du conducteur. Le brouillard étouffant de tristesse a instantanément commencé à se lever de mon cerveau, rapidement remplacé par une concentration aiguë, cristalline, et aveuglante. Les réservations sont entièrement à mon nom, ai-je marmonné pour moi-même, la réalisation m'envahissant. Tu as toutes les cartes en main, mec, a dit Elia. Ne les laisse pas te marcher dessus comme un paillasson. Ils exigent un voyage gratuit ? Donne-leur un voyage gratuit. Assure-toi juste qu'ils correspondent parfaitement au budget d'un gars qui s'est fait méchamment mettre à la porte. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Dylan, mon agent de voyage. Dylan, c'est maçonne.
Nous devons apporter des changements massifs et immédiats à la réservation pour Dubaï. Oh, salut Mason, a dit Dylan joyeusement, son clavier cliquant alors qu'il ouvrait mon dossier détaillé. Que se passe-t-il? Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du départ. Est-ce qu'on ajoute une autre réservation de dîner spécial? Non, ai-je dit, ma voix complètement stable et dépourvue d'émotion. Je ne pars plus en voyage. La nouvelle fiancée de mon frère, Isabella, prendra ma place. S'il te plaît, change officiellement le nom sur mon billet d'avion pour le sien. Oh, waouh. Je suis vraiment désolé d'apprendre que vous ne partez pas, a dit Dylan, l'air sincèrement déçu. Je vais faire le changement de nom tout de suite. Il y a de petits frais administratifs pour cela, mais ce n'est pas un problème du tout. Ce n'est pas tout, ai-je continué, fixant d'un air absent le mur de mon bureau. J'ai besoin que tu annules immédiatement les vols en première classe d'Emirates pour eux 4. Réserve-leur de nouveaux billets en classe économique standard. Les sièges les moins chers et non remboursables que tu puisses trouver dans l'avion. Essaie de leur trouver des sièges du milieu, près de l'arrière si possible. Dylan a complètement arrêté de taper. La ligne est devenue silencieuse. Attends. Tu veux déclasser 4 billets internationaux de luxe, en première classe, en classe économique de base? Mason, es-tu sûr? C'est un vol éreintant et épuisant de 14 heures. J'en suis absolument certain. D'accord, a dit Dylan avec hésitation, les clics reprenant lentement. Fait. La différence de remboursement pour ça, à elle seule, est massive. Et pour l'hôtel? Le Burj Al Arab. Annule-le, ai-je ordonné froidement. Annule les suites immenses. Trouve un hôtel 3 étoiles basique, dans la lointaine périphérie de la ville. Quelque chose au fin fond de Dera. Sûr, mais absolument et punitivement basique. Pas de vue sur l'océan. Pas de commodité de luxe. Juste 2 chambres doubles standards avec des lits jumeaux. Mason, Dera est à des kilomètres du centre touristique glamour, a averti Dylan, sa voix épaisse d'inquiétude. Il leur faudra 1 heure, ou s'asseoir dans un trafic dense, juste pour se rendre au Burj Khalifa. Cela change complètement et fondamentalement la nature de tout le voyage. C'est exactement le but, Dylan. Aussi, annule le safari privé dans le désert au coucher du soleil. Annule le yacht de luxe privé. Annule les billets coupe-fil VIP pour le Burj Khalifa. Annule les transferts en limousine depuis l'aéroport. Réserve-leur une navette partagée standard depuis l'aéroport. Et laisse le reste de leur itinéraire complètement vide. Ils pourront trouver leurs propres activités bon marché. Je pouvais clairement entendre Dylan respirer lourdement au téléphone. Mason, je dois te demander, est-ce que ça va? C'est un démantèlement sauvage et complet d'une expérience de luxe de 26 000 $. Ils vont passer un très, très mauvais moment. Les circonstances de ma famille ont radicalement changé, ai-je dit, et le budget pour leur cadeau d'anniversaire aussi. D'accord. Dylan a soupiré profondément. Avec toutes ces annulations et ces déclassements extrêmes, tu vas recevoir un remboursement massif sur ton compte. On parle de plus de 18 000 $. Veux-tu que je te rembourse directement sur ta carte d'entreprise? J'ai regardé la magnifique ligne d'horizon de Chicago, par la fenêtre de mon bureau. J'ai pensé au sourire suffisant et victorieux d'Isabella. J'ai pensé à mon père me disant que je ne méritais pas une place à la table. Non, Dylan, ai-je dit, un sourire sincère et malicieux se formant sur mon visage. Je veux que tu utilises ces 18 000 $ pour me réserver un voyage en solo. Trouve le bungalow sur pilotis le plus exclusif et le plus luxueux des Maldives. Réserve-le pour les mêmes dates exactes où il transpire à Dubaï. Dylan a littéralement éclaté de rire. Une vengeance de luxe. Mason, je vais te trouver une villa Saint-Régis qui va absolument t'époustoufler. La panique pure qui irradiait du téléphone était palpable. Debout dans mon bureau silencieux et climatisé, surplombant la rivière Chicago, j'écoutais mon père perdre complètement la tête au comptoir d'enregistrement d'Emirates, à O'Hare. Quelques semaines auparavant, il s'était assis dans son confortable fauteuil de salon, et m'avait froidement dit qu'Isabella méritait ma place pour des vacances de luxe à 26 000 $. Maintenant, la réalité de ma vengeance le frappait en pleine mâchoire. Mason, je ne joue pas avec toi, a grogné mon père au téléphone. Le bruit de fond du terminal de l'aéroport bondé semblait amplifier son désespoir grandissant. Tu dois appeler ton agent de voyage tout de suite, et régler ça.
L'agent ici nous dit que nous sommes réservés en classe économique de base. Embarquement groupe 6. Nous n'avons même pas de sièges attribués ensemble. Nous sommes dispersés partout à l'arrière de l'avion. Cela ressemble à un problème logistique que vous quatre devez régler, ai-je dit, ma voix aussi lisse et imperturbable que du verre. Peut-être qu'Isabella peut utiliser son incroyable charme pour demander à quelqu'un d'échanger sa place avec elle. Ne me teste pas, Mason, a aboyé mon père. Je suis ton père. J'exige que tu règles ça. Si tu ne remets pas ces billets en première classe à l'instant, je te rai de mon testament. Tout ton héritage ira à Carter. Est-ce que tu me comprends? J'ai ri, un vrai rire sincère qui est sorti du plus profond de ma poitrine. Garde l'héritage, papa. Donne tout à Carter. Il en aura besoin pour payer les factures de carte de crédit d'Isabella de toute façon. Je gagne mon propre argent. J'ai construit ma propre vie. Et je n'ai certainement plus besoin que ton argent pende au-dessus de ma tête comme une menace. J'ai entendu une bousculade à l'autre bout de la ligne. Soudain, la voix de Carter a remplacé celle de mon père. Carter avait l'air complètement affolé, à la limite de l'hystérie. Mason, frangin, allez. Arrête de déconner. Isabella est littéralement en train de pleurer près de la balance à bagages. Elle a acheté 3 nouvelles valises de créateurs pour ce voyage. Ils nous disent que nous devons payer un supplément pour les bagages enregistrés, parce que la classe économique de base ne couvre pas les franchises de bagages de luxe. Nous n'avons pas l'argent pour ça. Nous sommes censés voler en première classe. C'est censé être un avant-goût de notre lune de miel. Carter, ai-je dit fermement, mettant fin immédiatement à ses plaintes. Tu m'as traité d'égoïste. Tu m'as dit que j'avais toujours besoin d'être le centre de l'attention. Eh bien, je me retire complètement du centre de votre attention. Vous vouliez un voyage de rapprochement familial sans moi. Vous l'avez eu. Profitez bien du vol de 14 heures sur le siège du milieu. Mason, s'il te plaît, a supplié Carter, la voix brisée. Bon vol, ai-je dit doucement, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé mon téléphone face contre mon bureau, et j'ai laissé échapper une longue et lente expiration. Pour la première fois en 32 ans, mes épaules se sont détendues. La tension chronique dans mon cou, l'anxiété bourdonnante constante d'essayer de plaire à une famille qui me considérait comme un portefeuille ambulant, ont tout simplement disparu. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais aucun remords. Je me sentais incroyablement, indéniablement libre. Ils avaient fait leur lit, et maintenant, ils devaient y voler pendant 14 heures. 14 heures plus tard, pendant que je dormais paisiblement dans mon propre lit à Chicago, ma famille a atterri dans la chaleur torride et impitoyable de Dubaï. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir exactement comment ça s'est passé. Ma mère m'a plus tard raconté chaque détail atroce. Ils sont descendus de l'avion en titubant, épuisés, raides et misérables, après avoir été assis dans la section économique exiguë, près des toilettes arrière. Le maquillage d'aéroport soigneusement appliqué d'Isabella avait complètement coulé sur son visage. Ils ont transporté leurs lourds bagages à travers la douane, s'attendant pleinement à voir un homme dans un costume noir élégant, tenant un iPad fin avec leur nom dessus, prêt à les escorter jusqu'à une limousine privée et climatisée. Au lieu de cela, ils sont sortis dans le hall des arrivées chaotiques, et n'ont absolument rien trouvé. Carter a furieusement vérifié l'itinéraire dépouillé que j'avais envoyé à son email, juste avant leur décollage. Il est écrit ici que nous avons un transfert en navette partagée, a-t-il lu à voix haute, le visage pâle. Ils ont traîné leurs bagages dans la chaleur de 38 degrés Celsius, et ont attendu 45 minutes pour une navette bondée et mal ventilée, remplie de routards à petit budget. Mais le vrai choc est venu lorsque le bus les a finalement déposés à leur hôtel. Ils n'arrivaient pas devant l'emblématique Burj Al Arab, en forme de voile. Ils n'ont pas été accueillis par des chasseurs offrant des serviettes froides et de l'eau pétillante. La navette les a déposés dans une rue bruyante et encombrée, au cœur du quartier de Dera. L'hôtel était un établissement 3 étoiles basique, légèrement délabré, coincé entre un magasin d'électronique discount et un marché de gros bruyants. Selon ma mère, Isabella se tenait sur le trottoir fissuré, fixant l'enseigne au néon de l'hôtel Bon Marché, la bouche grande ouverte d'horreur. « Ce n'est pas possible », a crié Isabella, sortant frénétiquement son téléphone. « Carter, c'est un motel économique. Où est la piscine à débordement? Où est la plage privée? Je ne peux pas poster des photos de ça sur mes réseaux sociaux. » Carter a essayé de la calmer,
mais les choses n'ont fait qu'empirer lorsqu'ils se sont enregistrés. On leur a remis les clés de 2 petites chambres standards, avec des lits jumeaux et une vue sur une ruelle en briques. Il n'y avait pas de service en chambre. Il n'y avait pas de peignoir moelleux. C'était l'exact opposé du style de vie glamour d'influenceuse dont Isabella se vantait auprès de tous ses amis à Chicago depuis 2 mois. Ce soir-là, la dure réalité du voyage déclassé s'est vraiment installée. Carter a ouvert l'itinéraire pour voir à quelle heure leur croisière privée en yacht était prévue pour le lendemain matin. Il a fait défiler la page, ses yeux s'écarquillant de panique. Tout a disparu, a murmuré Carter, montrant l'écran à mon père. Le yacht est annulé. Le safari privé dans le désert est annulé. Le dîner VIP au Burj Khalifa est annulé. Mason a annulé chaque activité. Nous n'avons que les chambres d'hôtel et les vols de retour. Mon père, qui avait insisté sur le fait que Mason finirait par céder et tout arranger, a finalement réalisé la finalité absolue de la situation. Ils étaient coincés dans une ville étrangère chère, sans commodité de luxe, sans accès VIP, et sans Mason pour sortir sa carte de crédit d'entreprise et les sauver. Le rêve à 26 000 $ s'était évaporé dans la chaleur du désert, les laissant avec exactement ce qu'ils méritaient. Pendant que ma famille transpirait abondamment dans une minuscule chambre d'hôtel à Dera, je descendais d'un hydravion privé dans les eaux turquoises et cristallines des Maldives. Dylan, mon agent de voyage, s'était complètement surpassé. Les 18 000 $ remboursés des expériences de luxe annulées à Dubaï m'avaient assuré une semaine au Saint-Régis Maldives Vomuli Resort. Alors que je marchais sur la jetée en bois, la chaude brise tropicale frappant mon visage, j'ai été accueilli par un majordome personnel nommé Christian. Il m'a tendu une serviette glacée parfumée à la citronnelle, et une coupe de champagne millésimée. Bienvenue au paradis, monsieur Mason, a souri chaleureusement Christian. Votre villa sur pilotis est prête. Ma mâchoire a pratiquement heurté les planches en bois quand je suis entré dans ma villa. Elle était immense. Elle disposait d'une piscine à débordement privé qui se fondait parfaitement dans l'océan Indien. Un plancher de verre pour observer la vie marine vibrante nageant en dessous, et un lit king size face à la mer. C'était exactement le niveau de luxe que j'avais initialement prévu d'offrir à mes parents. Assis sur ma terrasse privée, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de brillantes nuances de rose et d'orange, j'ai réalisé que j'offrais enfin ce luxe à la seule personne qui l'avait réellement mérité, moi-même. Le deuxième soir, j'étais assis au bar sur pilotis exclusif du complexe, sirotant un bourbon rare, quand j'ai entendu une voix familière appeler mon nom. Je me suis retourné, et j'ai failli laisser tomber mon verre. C'était Lincoln, le PDG de ma société à Chicago. Il était là, dans un costume en lin sur mesure, l'air complètement détendu. Mason, je pensais bien que c'était toi, a souri Lincoln, s'approchant et me serrant fermement la main. Quelle coïncidence! Je viens aux Maldives chaque année pour déconnecter. Est-ce que tu fêtes la grosse promotion? On pourrait dire ça, Lincoln, ai-je souri, lui faisant signe de prendre le siège à côté de moi. Nous avons fini par rester assis à ce bar pendant 3 heures. Nous n'avons pas seulement parlé de portefeuille d'entreprise ou de gestion d'actifs. Nous avons parlé de la vie. J'ai fini par partager une version très édulcorée de la raison pour laquelle j'étais là, seul. J'ai mentionné l'établissement de limites difficiles avec la famille, et l'apprentissage de la priorisation de mon propre bien-être. Lincoln a écouté attentivement, hochant la tête. Tu sais, Mason, a-t-il dit en levant son verre. En affaires, nous coupons instantanément les liens avec les actifs toxiques qui drainent nos ressources sans fournir de retour sur investissement. Les gens oublient souvent que la même règle s'applique exactement à la vie personnelle. Tu es un gestionnaire brillant. Tu as un grand avenir dans l'entreprise. Ne laisse jamais personne, pas même la famille, te faire sentir que tu n'es qu'un outil à utiliser. À ta juste valeur. Trinquer avec mon PDG au milieu de l'océan Indien était la validation ultime. C'était l'exact opposé d'être assis dans le salon de mon père, à me faire traiter d'égoïste. Je n'étais pas un distributeur de billets. J'étais un professionnel respecté et apprécié. Avant d'aller me coucher cette nuit-là, je suis sorti sur ma terrasse privée. La lune se reflétait sur l'eau calme. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo simple et magnifiquement cadrée de mes pieds nus, appuyé sur la balustrade en bois, avec la piscine à débordement illuminée et l'océan en arrière-plan. J'ai ouvert Instagram. Je n'ai pas écrit un long paragraphe mesquin. Je n'ai pas mentionné Dubaï. J'ai juste tapé une seule phrase.
Parfois, il faut se choisir soi-même. J'ai cliqué sur Publier, sachant pertinemment que Carter, Isabella et mon oncle Gabriel la verraient immédiatement. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode avion, je l'ai jeté sur le fauteuil moelleux, et je me suis endormi au son de l'océan. J'ai gardé mon téléphone en mode avion pendant la majeure partie de la semaine, ne me connectant que de temps en temps au Wi-Fi du complexe pour vérifier les emails de travail importants. Mais quand je me connectais, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil au cirque absolu qui se déroulait sur les réseaux sociaux. Isabella perdait complètement le contrôle. Son fil Instagram, qui était censé être une galerie soigneusement organisée de l'esthétique luxueuse de Dubaï, s'était transformé en un tableau de plaintes chaotiques et passif-agressif. Elle publiait des stories Instagram sans fin, depuis l'arrière de bus publics bondés, et depuis le petit balcon de leur hôtel de Dera. Une photo montrait un cliché flou et zoomé du Burj Khalifa, à des kilomètres de distance, bloqué par des lignes électriques. La légende disait, tout n'est pas aussi glamour que les gens le promettent. Parfois, la famille vous laisse tomber quand vous en avez le plus besoin. Échecs de voyage à tenter réalité cœur brisé. Un autre post était un selfie d'elle et de Carter, assis dans une aire de restauration bon marché. Carter avait l'air complètement épuisé, les yeux cernés de poches sombres. Isabella avait l'air furieuse. 3 heures d'attente juste pour entrer dans un restaurant de centre commercial basique, parce que quelqu'un a annulé nos réservations de dîner VIP sans nous le dire. Être la meilleure personne est si épuisant. C'était de la pure projection, sans phare. Elle essayait de se présenter comme la victime innocente d'une farce cruelle, mais quiconque avait une once de bon sens pouvait voir clair dans son jeu. Pendant ce temps, ma seule et sereine photo de la piscine à débordement des Maldives accumulait les j'aime et les commentaires de mes amis et collègues. Le contraste saisissant entre nos voyages produisait exactement l'effet que j'espérais. Il forçait mes parents à passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfermés dans un hôtel bon marché avec la vraie Isabella. Sans le tampon distrayant des suites de luxe, des chefs privés et du service en chambre illimitée, la véritable personnalité toxique d'Isabella était exposée au grand jour. Ma mère m'a avoué plus tard que toute la semaine à Dubaï avait été un véritable cauchemar. Isabella se plaignait sans cesse de la chaleur brutale. Elle a crié sur Carter parce qu'il n'avait pas assez d'argent sur sa carte de débit pour lui acheter des dîners chers. Elle refusait de marcher n'importe où, exigeant qu'il paie pour des taxis de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle traitait ma mère comme une servante personnelle, lui demandant de repasser ses robes et de descendre à la réception pour des serviettes supplémentaires. Le point de rupture pour mes parents a été de voir comment Isabella traitait Carter. Pendant des années, mon père avait choyé Carter, le protégeant des dures réalités du monde. Maintenant, il était forcé de regarder son enfant chéri se faire réprimander verbalement en public, par une femme qui ne se souciait que de ce qu'il pouvait lui acheter. Carter était misérable, stressé, et complètement fauché. Au 4e jour de leur voyage misérable, la façade s'était complètement effondrée. La fille douce et polie qui avait charmé mon père dans le salon à Chicago avait disparu. À sa place se trouvait un cauchemar exigeant et prétentieux, qui piquait des crises quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mon père, qui valorisait le respect et la discipline par-dessus tout, perdait rapidement patience. La scène était parfaitement préparée pour l'effondrement final et catastrophique. Le 5e jour de mon séjour aux Maldives, je profitais d'un massage des tissus profonds au spa sur pilotis, lorsque mon téléphone a vibré dans mon casier. Je l'ai vérifié par la suite, et j'ai vu un long SMS désespéré de ma mère. Mason, je suis tellement désolé. Tu avais raison sur tout. Isabella vient de perdre la tête au centre commercial. Ton père est furieux. Je veux juste rentrer à la maison. S'il te plaît, appelle-moi quand tu pourras. Je ne l'ai pas rappelé. Je l'ai laissé mijoter dans la réalité inconfortable qu'elle avait contribué à créer. Mais des semaines plus tard, une fois la poussière retombée, Carter m'a pratiquement fait un compte rendu détaillé du désastre monumental qui s'est produit au Dubai Mall. Le Dubai Mall est l'un des centres commerciaux les plus grands et les plus extravagants du monde entier. C'est un terrain de jeu pour les ultra-riches. Isabella y avait traîné la famille, exigeant qu'ils passent leurs derniers jours à faire du lèche-vitrine dans des boutiques de créateurs haut de gamme. Ils sont passés devant l'immense aquarium intérieur, et se sont approchés des expositions de voitures de luxe. Isabella s'est arrêtée net devant une Porsche 911 flambant neuve, exposée dans la promenade du centre commercial. Elle a attrapé le bras de Carter, les yeux écarquillés d'une intensité maniaque et exigeante. Carter, a-t-elle annoncé d'une voix forte,
sans se soucier de qui l'entendait. Ce voyage a été un désastre absolu. Nous avons logé dans un véritable dépotoir. Nous n'avons rien fait d'amusant. Mes amis à la maison se moquent de moi. Si nous rentrons sérieusement en classe économique demain, tu me dois des excuses massives. Carter a regardé nerveusement autour de lui, remarquant les riches clients qui les dévisageaient. Je sais, chérie. Je suis désolé. Je me rattraperai quand nous serons de retour à Chicago. Oui, tu le feras, a rétorqué Isabella, pointant directement le véhicule de luxe. Tu vas m'acheter une Porsche. C'est la seule façon possible de réparer ça. Ton frère gagne un salaire énorme. Il peut co-signer le prêt pour toi. Ou tu peux simplement demander à ton père de liquider un autre compte de retraite. Je me fiche de la façon dont tu le fais, mais je mérite une Porsche pour avoir supporté ta famille de radins toute cette semaine. L'audace absolue et pure de sa demande flottait dans l'air. Elle se tenait au milieu d'un centre commercial au Moyen-Orient, criant sur un type qui travaillait dans un kiosque de téléphonie mobile, exigeant une voiture de sport à 100 000 $ en compensation de vacances gratuites. Mon père, qui marchait tranquillement à quelques pas derrière eux, a finalement craqué. L'officier militaire à la retraite, l'homme qui exigeait le respect ultime, avait atteint sa limite absolue. Isabella, ça suffit, a rugi mon père, sa voix résonnant bruyamment sur les sols en marbre du centre commercial. Tu ne parleras pas à mon fils de cette façon, et tu n'exigeras certainement pas des véhicules que nous ne pouvons pas nous permettre. Tu n'as fait que te plaindre, geindre, et manquer de respect à cette famille depuis le moment où nous avons atterri. Mason avait raison sur toi. Tu n'es qu'une gamine prétentieuse. Isabella s'est retournée, son visage se tordant en un ricanement laid. Ne me criez pas dessus. Vous m'avez promis le luxe. Vous m'avez promis la première classe. Vous n'étiez qu'une bande de fraudeurs fauchés. Elle est sortie en trompe du centre commercial, laissant Carter planté là, complètement humilié, et mes parents se regardant avec une prise de conscience horrifiée. En cet unique moment explosif devant la Porsche, l'illusion a été complètement brisée. Mon père a finalement vu le monstre qu'il avait agressivement forcé à prendre ma place. Je suis rentré à Chicago en me sentant comme une personne complètement différente. J'étais profondément bronzé, incroyablement reposé, et porteur d'un nouveau sens du respect de soi, incassable. Mon téléphone avait plusieurs appels manqués et messages vocaux de mes parents, mais j'ai pris mon temps pour me réinstaller chez moi, et retourner au travail, avant même d'envisager de répondre. Je n'étais plus sur leur emploi du temps. Finalement, 2 semaines après notre retour à tous, j'ai accepté de rencontrer mon père. J'ai refusé d'aller chez eux. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café chic et calme à mi-chemin entre nos quartiers. Quand j'ai franchi les portes en verre, j'ai repéré mon père assis dans une banquette d'angle. Il avait l'air étonnamment vieux. La posture militaire rigide et imposante qui le définissait habituellement semblait s'être complètement dégonflée. Quand il m'a vu approcher de la table, il s'est immédiatement levé, offrant une courtoisie formelle et raide qui semblait étrangement étrangère entre nous. « Mason », a-t-il dit doucement, tirant la chaise en face de lui. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » J'ai hoché la tête, prenant place, et j'ai posé mon café noir sur la table. Je n'ai rien dit. Le fardeau d'entamer cette conversation reposait entièrement sur ses épaules. Il a fixé ses mains pendant un long moment, retournant un sachet de sucre encore et encore. Je te dois des excuses massives, Mason. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait avec le voyage à Dubaï, était complètement mal. Je le vois maintenant, très clairement. Je l'ai regardé, gardant une expression neutre. Pourquoi as-tu fait ça, papa? J'ai vraiment besoin de savoir. Pourquoi pensais-tu qu'il était parfaitement acceptable de prendre quelque chose pour lequel j'ai saigné, et de le donner à une étrangère? Il a laissé échapper un soupir lourd et rauque. Je pourrais te donner une douzaine d'excuses faciles. Je pourrais dire que je voulais accueillir Isabella dans la famille. Je pourrais dire que je pensais sincèrement que tu comprendrais, parce que tu es toujours si capable, toujours si indépendant. Mais la vérité brute est beaucoup plus difficile à admettre pour moi. Il a finalement levé les yeux, croisant mon regard. Je n'ai pas été juste avec toi depuis très, très longtemps, Mason. J'ai toujours fortement favorisé Carter. Je l'ai fait parce que Carter avait des difficultés. Carter était faible. Il avait constamment besoin de soutien, et je sentais que c'était mon devoir de père de le protéger de ses propres échecs. Et moi, ai-je demandé,
la voix tendue. Toi. Mon père a secoué la tête tristement. Tu étais fort. Tu n'as jamais eu besoin de moi. Tu as payé tes propres études. Tu as bâti une brillante carrière. Tu as dépassé toutes les attentes que j'avais jamais eues. Et au lieu d'être incroyablement fier de toi, je t'ai bêtement pris pour acquis. Pire que ça, je t'en ai voulu pour ça. Je t'ai tenu à un niveau incroyablement élevé, et quand tu l'as facilement atteint, je me suis senti complètement inutile en tant que père. Alors, je t'ai puni pour ton indépendance. L'entendre dire ces mots à voix haute était absolument stupéfiant. J'avais ressenti cette dynamique exacte se jouer toute ma vie, mais jamais, dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais à ce qu'un vétéran militaire fier et têtu reconnaisse ouvertement son propre ressentiment toxique. As-tu la moindre idée à quel point ça m'a physiquement blessé, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Quand tu m'as regardé dans les yeux, et que tu as dit qu'Isabella méritait d'y aller plus que moi. Maintenant, oui, a-t-il dit, ses yeux brillants de larmes non versées. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. Je ne sais même pas si tu pourras jamais me pardonner, mais je veux que tu saches que je vois pleinement ce que j'ai fait, et que je suis profondément, profondément désolé. Les retombées du voyage à Dubaï ont complètement anéanti la relation de Carter avec Isabella. Le stress, l'humiliation publique au centre commercial, et la prise de conscience brutale de son matérialisme agressif, étaient tout simplement trop difficiles à ignorer. 2 semaines après leur retour à Chicago, Carter a fait ses valises, a quitté son appartement, et a officiellement rompu les fiançailles. Comme on pouvait s'y attendre, Isabella n'a pas accepté le rejet avec grâce. Elle a complètement perdu la tête. D'abord, elle a catégoriquement refusé de rendre l'énorme bague de fiançailles en diamant. Elle a audacieusement prétendu que c'était un cadeau juridiquement contraignant, et qu'elle l'a gardé en compensation du temps qu'elle avait perdu. Carter était effondré, sachant que notre mère avait mis en gage son irremplaçable bijou de famille pour financer cette bague exacte. Quand Carter a menacé de faire intervenir la police, Isabella a décidé d'intensifier son comportement fou. Elle a trouvé mon numéro de téléphone, et a eu l'audace de m'appeler alors que j'étais assis à mon bureau, au travail. Mason, a-t-elle aboyé dès que j'ai répondu, abandonnant complètement la voix douce et innocente qu'elle utilisait auparavant. Tu as complètement ruiné ma vie. Tu as intentionnellement saboté mes vacances de rêve, et tu as manipulé Carter pour qu'il me quitte. Isabella, je suis en train de travailler, ai-je dit calmement. Tu as quelque chose à dire, ou tu appelles juste pour te plaindre? J'appelle pour exiger ma compensation, a-t-elle hurlé. Gérer votre famille toxique et radine pendant les 6 derniers mois a été un travail à plein temps. Je mérite un salaire pour les dommages émotionnels que vous m'avez tous causés. Tu es riche. Tu me dois 20 000 $ pour avoir ruiné mes fiançailles, et détruit ma santé mentale à Dubaï. Si tu ne me vires pas l'argent, je vais tout poster sur toi en ligne, et ruiner ta réputation professionnelle. J'ai dû littéralement éloigner le téléphone de mon oreille, tellement je riais fort. Le droit aveugle et pur qu'elle se donnait était presque impressionnant. Isabella, écoute-moi très attentivement, ai-je dit, mon ton devenant absolument glacial. Tu n'auras pas un seul centime de moi, jamais. Garde la bague si tu veux, mais sache qu'elle a été achetée avec l'argent d'un prêteur sur gage. Si jamais tu me contactes, moi, mon frère, ou mes parents à nouveau, je ne me contenterai pas de te bloquer. J'engagerai un avocat d'affaires si agressif et si implacable que tu passeras les 10 prochaines années enseveli sous les poursuites pour harcèlement. Je m'assurerai que ton salaire dans cette petite boutique soit saisi jusqu'à ce que tu sois complètement en faillite. Est-ce que nous nous comprenons bien? La ligne était morte de silence. Je pouvais l'entendre respirer lourdement, réalisant que ses menaces vides venaient de se heurter à un mur de briques solides. Tu es un monstre, a-t-elle finalement sifflé. Passe une excellente vie en classe économique, ai-je répondu, et j'ai raccroché. J'ai immédiatement bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, et j'ai conseillé à ma famille de faire de même. C'était la toute dernière fois que j'entendais sa voix. Le parasite avait officiellement été expulsé de nos vies. 6 mois ont passé, et la dynamique de toute ma vie a fondamentalement changé. Le voyage désastreux à Dubaï s'est avéré être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver, car il a forcé le poison à sortir de la plaie. J'ai commencé à suivre une thérapie tous les jeudis soirs. J'avais besoin d'un professionnel pour m'aider à démêler des décennies de comportements de complaisance profondément enracinés.
J'ai réalisé que mon obsession de faire des cadeaux coûteux à ma famille n'était qu'une tentative désespérée et malsaine d'acheter leur amour inconditionnel. Avec les conseils de mon thérapeute, j'ai appris à établir des limites à toute épreuve. J'ai arrêté de dire automatiquement oui à chaque demande d'aide financière. J'ai appris que ma valeur en tant qu'être humain n'était pas liée à mon compte en banque, ou à ma capacité à sortir les gens du pétrin. Le changement le plus surprenant, cependant, est venu de Carter. Perdre Isabella, et assister à la destruction absolue de la confiance de sa famille, a semblé le réveiller enfin de sa torpeur de 35 ans. Il a réalisé que le filet de sécurité avait officiellement disparu. Pour la première fois de sa vie, il n'a pas couru vers mon père pour un sauvetage. Carter a quitté son emploi sans avenir au kiosque du centre commercial, et s'est inscrit à un programme de formation professionnelle intensive de 6 mois, pour la réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il a travaillé des quarts de jour éreintant comme apprenti, se salissant les mains, et a étudié le soir. Il a commencé à gagner de l'argent réel et honnête. Un soir, il s'est présenté à l'improviste sur mon porche. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient clairs. Il m'a tendu une enveloppe blanche. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ouvrant l'enveloppe pour y trouver un chèque de $2000. « C'est l'argent que tu m'as donné pour le loyer l'année dernière, » a dit Carter, fourrant ses mains dans ses poches. « Je te rembourse, Mason, pour tout. Je vais d'abord rembourser le ticket de prêteur sur gage de maman pour récupérer son collier, et ensuite je vais te rembourser pour chaque fois que tu m'as sorti du pétrin. J'ai été un frère horrible. J'ai complètement profité de toi, et je suis profondément désolé. » J'ai regardé le chèque, puis j'ai regardé mon frère. Je n'ai pas déchiré le chèque. Je l'ai plié et mis dans ma poche, parce que le tenir responsable était la seule façon pour nous de pouvoir un jour construire une vraie relation. « Merci, Carter », ai-je dit en m'écartant. « Tu veux entrer pour une bière ?» Ce fut un processus lent et incroyablement désordonné. Mon père retombait encore occasionnellement dans ses vieilles habitudes rigides, donnant des conseils non sollicités. Ma mère avait encore du mal à exprimer ses propres opinions sans regarder mon père pour obtenir sa permission. Carter avait encore des moments d'intense frustration avec sa nouvelle et difficile carrière. Et je devais encore activement combattre l'envie d'ouvrir mon portefeuille à chaque crise familiale mineure. Mais, la différence cruciale, c'est que nous étions enfin honnêtes les uns avec les autres. Il n'y avait plus de secrets. Plus de ressentiments cachés. Nous nous reprenions, et nous nous tenions mutuellement responsables. Nous commencions enfin à agir comme une vraie famille fonctionnelle. Pour le 41e anniversaire de mariage de mes parents, nous ne sommes pas allés à Dubaï. Il n'y avait pas de billets en première classe, pas d'hôtel 7 étoiles, et absolument pas de yacht privé. Au lieu de cela, Carter et moi avons partagé le coût de la location d'un modeste chalet en bois rustique, sur un lac tranquille dans le Wisconsin, à seulement 3 heures de route de Chicago. Nous avons chargé nos voitures de provisions, de jeux de société et de bières bon marché. Nous 4 avons passé le long week-end entièrement déconnectés du monde extérieur. Nous avons fait griller des hot-dogs sur la terrasse arrière. Nous avons bu du café sur le quai en bois, en regardant la brume matinale se dissiper sur le lac. Mon père et Carter ont passé des heures à essayer de réparer une canne à pêche cassée, riant quand ils ont complètement emmêlé la ligne. Ma mère portait le collier en or vintage de sa grand-mère, que Carter avait fièrement récupéré du prêteur sur gage, et elle avait l'air plus heureuse et plus détendue que je ne l'avais jamais vue. Un soir, alors que le soleil se couchait sur l'eau, mon père s'est approché de l'endroit où j'étais assis, près du foyer. Il m'a tendu une bière fraîche, et s'est assis dans le fauteuil Adirondack à côté de moi. Nous n'avons rien dit pendant un long moment, écoutant juste le son des grillons et du bois qui crépite. Si vous regardez ceci, et que vous reconnaissez ces schémas toxiques dans votre propre vie, si vous êtes la bête de somme fiable, le distributeur de billets invisibles, celui dont on attend toujours qu'il se sacrifie pendant que l'enfant chéri obtient un laissez-passer, vous devez entendre ceci. Vous ne pouvez pas acheter le respect. Vous ne pouvez pas acheter l'amour inconditionnel. Parfois, la chose la plus aimante et la plus puissante que vous puissiez faire pour vous-même, et pour votre famille, est de vous camper fermement sur vos pieds, de les regarder dans les yeux, et de dire non. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Et pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'à la toute fin de cette vidéo, vous êtes les vrais. Si vous entendez ma voix en ce moment, laissez un W dans les commentaires. W signifie winner, gagnant. C'est notre code secret. C'est la marque du club des 1%,
les spectateurs incroyablement géniaux et dévoués qui restent jusqu'à la fin, et comprennent vraiment le message. Cela me permet de savoir qui sont mes vrais supporters. S'il vous plaît, donnez un j'aime à cette vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour que nous puissions continuer à passer du temps ensemble et à partager ces folles histoires de vie. Restez forts, connaissez votre valeur, et je vous verrai dans la prochaine.